Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Georges Ottilie, le sénateur honoraire de la Guyane. On va parler d'une conférence qui aura lieu ce vendredi à 19h à l'hôtel de ville de Cayenne sur Édouard Gauman. Qui est Édouard Gauman? Qui était Édouard Gauman? Il aurait eu 100 ans aujourd'hui, jour pour jour, député de la Guyane de 1951 à 1958. Et puis on va profiter de la présence de Georges Ottilie sur le plateau pour parler un peu politique ici en Guyane, à l'approche de la collectivité territoriale de Guyane. Ancien président du conseil régional, il a des choses à nous dire là-dessus aussi. Voilà, on se retrouve juste après le journal, tout en images, avec notre invité, Georges Ottilie. À tout de suite. Dans la nuit du 26 juin à Cayenne, au quartier La Vallée de Bourda, une altercation violente entre jeunes s'est soldée par la mort d'un mineur de 16 ans. L'auteur présumé, un jeune de 17 ans importuné à son domicile par une bande de jeunes venus d'un autre quartier. Depuis le soir du drame, des menaces à l'encontre de la famille du tireur circulent sur les réseaux sociaux. Le père de l'accusé tient aujourd'hui à faire passer un message de paix. Mon fils a commis un acte irréparable. Le jeune homme est mort et la dame a perdu son fils. Alors je souhaite mes sincères condoléances à la famille, à la maman du jeune homme. Et je voudrais faire aussi un appel aux jeunes. Les jeunes, la vie est précieuse. On n'a qu'une vie. On n'en a pas 2, ni 3, ni 4. On n'a qu'une seule vie. Alors les jeunes Guyanais, ça c'est pas notre culture. Ça c'est pas notre culture. On n'a pas été élevé comme ça à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser de la jeunesse guyanaise. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite à rien. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de... Je ne comprends pas. Les jeunes ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas les policiers, ils ne respectent pas l'intimité d'une maison, ils ne respectent pas la maman d'un jeune, ils ne respectent plus rien. Alors les jeunes, s'il vous plaît, reprenez-vous en main. L'adolescent a été placé sous contrôle judiciaire et laissé libre, avec obligation de pointer une fois par semaine au commissariat ou au poste de gendarmerie le plus proche de son lieu de résidence. Un drame de plus qui témoigne de la violence de bandes rivales entre quartiers. Ce matin, l'UTG et les représentants du personnel de la CIGI ont donné une conférence de presse. Alors que l'appel à la grève la semaine dernière a été suivi par 40% des salariés, au final, leurs questionnements sont restés sans réponse. On est dans une phase de réorganisation. Et cette réorganisation-là, il manque quelques éléments pour savoir où on va. Et donc en fait qui suppose justement, à partir du moment où on peut supposer toucher des fonctions, on peut, voilà, donc il y a une tension actuelle qui est difficile et on est basé sur de la crainte puisque on parle de plan de redressement quand même, on parle de réorganisation. L'objectif de cette réunion était de rassurer les employés et de faire part de la vigilance du syndicat. Rester vigilants sur ce qui risque de se passer puisqu'ils sont dans une phase de réorganisation. En tout cas, la réorganisation devra se faire avec les salariés. Voilà. Avec l'ensemble des salariés, tous les salariés. De son côté, l'association CLCV ne compte pas attendre les bras croisés. Depuis l'annonce de la réévaluation du loyer des logements sociaux, ils sont partis cet après-midi à la rencontre des locataires pour mettre en place un plan d'action. Le combat pour l'avenir du BTP en Guyane continue. Ce matin, un nouveau blocage par plusieurs camions des différentes filières du bâtiment devant la préfecture et le conseil général. Une seconde rencontre avec le préfet de Guyane s'est déroulée avec la direction de la FRBTP. Elle a permis plusieurs avancées parmi les revendications du bâtiment. Premièrement, nous avons encore débloqué 3 millions d'euros de LBU, ce qui porte à près de 11 millions d'euros de LBU supplémentaires et qui permettra donc de construire plus de 750 logements. Deuxième point, il y avait 250 millions d'euros de dossiers bloqués et nous avons réussi à en débloquer 183 millions, ce qui porte au total à 343 millions le nombre de chantiers qui vont pouvoir être lancés cette année. Un bilan qui ne rejoint qu'en partie les demandes de la FRBTP. Seulement 11 des 15 millions d'euros de la ligne budgétaire qui avait été demandée ont été débloqués, en plus d'autres points qui demeurent encore sans solution.
Il y a un certain nombre d'avancées, comme on l'a dit hier, sur l'OIN, sur les délais de paiement, sur des déblocages de chantiers, notamment les chantiers du port de Dégrade-des-Cannes. Par contre, il y a deux points durs. Un point qu'il faut qu'on discute, c'est l'OIN, c'est le LBU, parce que là, il y a eu des annonces de chiffres, il faut qu'on les vérifie, mais c'est clair qu'il y a un effort qui est fait sur le LBU. Et puis, il y a quelque chose qui nous inquiète énormément, c'est la ZAC de Saint-Maurice. C'est la décision finale de l'État sur Saint-Maurice. Et peut-être sur d'autres choses par derrière. Donc ça, il faut que... C'est pas une bonne nouvelle pour l'Ouest guyanais. Une assemblée générale des acteurs de la FRBTP a eu lieu cet après-midi afin de décider des mesures que prendra la direction sur les jours à venir. La CIMAD a présenté ce matin le 5e rapport sur les centres et locaux de rétention administrative. Ce rapport dresse le constat sur la politique d'enfermement et sur le droit des personnes migrantes enfermées dans ces centres. En France, environ 50 000 étrangers ont été placés en détention, soit une augmentation de 9% par rapport à 2013. Malheureusement, d'une année sur l'autre, on constate que la situation continue de se dégrader, avec une approche de l'immigration qui est toujours très répressive, des expulsions et des enfermements qui sont toujours très massifs. La France est championne d'Europe de l'enfermement. Ce constat, on le voit aussi en Outre-mer, qui représente toujours une énorme proportion, puisque 65% des personnes qui ont été expulsées depuis la France l'ont été depuis l'Outre-mer. La seule Guyane représente 13% des expulsions qui ont été menées depuis la France, avec presque 5800 personnes qui ont été expulsées. Les violations des droits fondamentaux restent encore très importantes outre-mer, notamment en raison de lois spécifiques permettant aux juges de ne pas intervenir. Il n'y a donc pas de contrôle des conditions d'enfermement et des procédures d'expulsion, ce qui peut conduire à de nombreux abus. L'une des grosses problématiques en Guyane, c'est les renvois massifs de part et d'autre des fleuves frontières qui se passent de formalités juridiques et administratives, ce qui permet d'accélérer encore plus le rythme des expulsions. Par exemple, en Guyane, 91% des personnes qui ont été enfermées au centre de rétention ont été expulsés soit vers le Brésil, à Oiapoque, soit vers le Suriname, à Albina. Mais du coup, il est extrêmement difficile pour ces personnes de faire valoir leur situation, de se défendre auprès d'une juridiction. L'intervention d'un juge va souvent permettre la libération des personnes et mettre en lumière des irrégularités. En Guyane, 7,5% des personnes enfermées en 2014 ont pu voir un juge. Les 3/4 ont été libérés pour procédure illégale. De retour sur le plateau avec notre invité Georges Ottilie, bonsoir. Bonsoir. Sénateur honoraire, ancien président du conseil régional, parce qu'on va parler politique aussi dans quelques instants. On parle politique sur la conférence que vous faites aussi avec Édouard Gaumont, député de la Guyane de 1951 à 1958, je le dis déjà. Tout le monde est invité, c'est à partir de 19h à l'hôtel de ville de Cayenne, c'est vendredi, à l'hôtel de ville de Cayenne. Alors, en regardant un petit peu le parcours d'Édouard Gaumont, vous le dites, méconnu de ses propres compatriotes guyanais. Avant de parler, de rentrer dans certains détails, j'ai remarqué une chose, malgré son niveau scolaire et intellectuel, il refusa de poursuivre ses études en métropole. Il est parti un peu plus tard. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il était très attaché à son pays. C'était un Guyanais pur sang. Même si sa mère était martiniquaise, et se promenait souvent dans les rues de Cayenne, où je l'ai toujours vu habillé ainsi, avec sa tenue martiniquaise et sa tête attachée. Donc, il n'a pas été fait ses études, mais il n'est pas seul dans le cas. Léopold Eder aussi. Ils ont tous fait leur droit en Guyane, et ils allaient passer leur examen en Martinique. À l'époque, c'était Visiose, ce n'était pas encore l'université. D'accord. Et Visiose remettait les diplômes qui étaient validés par l'université de Bordeaux. Et puis, attaché à son pays, il était répétiteur, et il a été également un homme qui a eu des enfants très tôt. Il en a eu 9. Donc il fallait travailler pour les élever. Et petit à petit, il est parti après faire ses études en France, parce qu'il est rentré dans l'armée d'ailleurs. Alors sa vie, c'est comme un roman, fait de haut et de bas. Côté politique, la victoire n'arrive pas tout de suite. Il a d'abord connu l'échec. Oui, d'abord, après la mort de Jacques Fard, les premières élections qui donnent la victoire à Damas,
Gaumont est donc aussi candidat, il ne gagnera pas. Il restera à ce moment-là en Guyane, il mènera campagne, il sera répétiteur, il donnera des cours, et il commencera à avoir un peu de charisme dans le pays, et il sera candidat en 1951 contre Damas, Constant Clore, et c'est lui qui gagnera avec une très belle majorité. Précisément le 17 juin 1951. Alors justement, il y a des grands noms derrière. Vous citiez effectivement Damas et d'autres noms comme ça. Constant Clore, bien sûr. Alors cette victoire, ça lui donne des ailes, ça y est, enfin, c'est parti. Est-ce que sa vision change à ce moment-là? Non, sa vision ne change pas. Et je crois que Édouard Gaumont est un des parlementaires de Guyane qui a plus réalisé complètement et concrètement son action parlementaire. Nous lui devons l'organisation du cadastre, et en analysant l'exposé des motifs de sa proposition de loi, c'était une proposition de loi pour l'outre-mer. Et je constate qu'il répond à une préoccupation que j'avais moi-même aussi. Comment la France est-elle devenue propriétaire des, comme on disait à l'époque, 90 000 km², alors qu'il y avait les peuples premiers qui y étaient. Et m'est venue tout de suite à l'idée une expression MDEsienne, du MDES. Tout à fait. La France occupe la Guyane. Et dans son exposé des motifs, Gaumont fait la démonstration que la France est devenue propriétaire des terres de Guyane par occupation. Il fallait oser le dire à l'époque. Il fallait le faire à l'époque. Nous sommes en 1952-53. Exact. Et la deuxième préoccupation de Gaumont, c'était que l'on puisse donner aux habitants d'outre-mer toutes les prestations familiales qui existaient en France et qui n'existaient pas. Et là aussi, c'est une proposition de loi qu'il a faite, qui a permis aux Daumiens, comme l'on dit, au peuple d'outre-mer, de bénéficier des prestations familiales. Alors, justement, parce qu'on disait, cet homme a marqué son passage politique avec quel genre d'action? Vous venez de les citer. Pourquoi tout cela n'a pas été relayé? Aujourd'hui, vous en parlez. C'est peut-être un seul petit cercle d'intellectuels qui connaissaient la vie d'Édouard Gaumont. Pourquoi le peuple guyanais ne sait pas tout ça sur Édouard Gaumont? Eh bien, c'est parce que, alors vous savez, le Guyanais n'aime pas non plus honorer son propre compatriote. Ce que l'on va retrouver très bien au niveau des Martiniquais, qui est un peu chez les Guadeloupéens. Exact. Mais le Guyanais, lui, non. Ça me chécrait. Donc Gaumont, lui, il s'est un peu adapté à cette situation, et ça ne lui a pas du tout tari, en tout cas, l'honorabilité à laquelle il pouvait avoir droit. Et n'étant plus dans la vie active de mon pays, j'ai pris le créneau de faire connaître à mes compatriotes les hommes qui constituent, à mon avis, le fondement de l'évolution des institutions de la Guyane, dont Gaumont fait partie. Voilà, je rappelle que c'est la dernière conférence de l'année, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de venir voir vraiment et écouter celle-là. Et la troisième chose qui est importante, pourquoi je me suis attaché à Gaumont, c'est que lors de la dernière élection de Gaumont, celle de 58, parce qu'il va gagner 2 fois. Tout à fait. Et en 58, Gaumont est candidat contre Cataillé et son ennemi intime, qui était le préfet Robert Villon. Tout à fait. Et au cours d'une réunion qui a eu lieu chez le docteur Barra, qui était à l'époque président du Conseil général et maire de Cayenne, qui soutenait Gaumont, la décision a été prise de demander à Gaumont de se maintenir au 2e tour, pour ne pas parce que la clientèle de Gaumont n'aurait jamais voté pour le candidat de la classe ouvrière. Tout à fait. Tout le monde ils auraient été votés pour Vignon. Et en fait, je dis que c'est grâce à Gaumont que Cataillé est devenu le député de la Guyane. Alors, quand même, malgré tout, une grande blessure, cet échec de 1958. C'est vrai. Il l'a mal encaissé, pour employer une expression un peu triviale. Tout à fait. Et je crois qu'il n'est pas resté quand même indifférent aux problèmes de son pays et de ses compatriotes. Quelque temps après, 1959, le général de Gaulle crée le Conseil économique et social, et il sera le premier conseiller économique et social de la Guyane, et il fera 2 mandats, et il participera également à une évolution, en tout cas, sur les institutions concernant le social et l'économie. La mère d'Édouard Gaumont n'était pas la plus heureuse, elle ne voulait pas que ses enfants fassent de la politique. Non, elle était vraiment opposée à ça, à telle enseigne qu'il y a une anecdote que me raconte un
par un témoignage d'Yvon Rolus. Il dit qu'il a assisté à cette scène. Yvon Rolus était son voisin. C'était son voisin. Et lorsque Gaumont vient dire à sa mère qu'il fera de la politique, la maman lève un peu sa main qui va atterrir sur sa joue. Et quand elle se ravise, elle le prend dans les bras, elle le serre et dit « Ah, il m'a petite ». Eh bien, maman, ce n'était rien. Et c'est ainsi que Gaumont donc, est devenu député de la Guyane et fait une très belle carrière. Voilà, et plein d'anecdotes comme ça, riches, bien sûr, de la vie de cet homme qui a marqué la Guyane de son passage politique. Édouard Gaumont avait plein d'enfants, vous le disiez, dont un fils virtuose de la guitare. Absolument, puis un grand batteur. Il a accompagné Miles Davis. Tout à fait. Ensuite, il a créé son propre orchestre Énergie. Alors, je fais un clin d'œil également à Dominique Gaumont. Et c'était une famille de musiciens. Exact. Il y avait Dominique Gaumont, mort très jeune, à 30 ans. Tout à fait. Et ensuite, il y avait Eddie également, qui était un grand batteur. Il y a également Joël, qui est concertiste et professeur de musique classique au conservatoire à Paris. Et il y a aussi une de ses filles qui est une admirable chanteuse de chant lyrique. D'accord. Et lui-même aussi, d'ailleurs, Édouard, jouait du banjo et de la mandoline. Tout à fait. À l'époque, quand il était jeune, et il a animé plusieurs petits bals comme ça, comme on le faisait. Voilà toutes ces anecdotes. Un album qu'on vous a déjà présenté, d'ailleurs, le fils d'Édouard Gaumont, ce guitariste qui a croisé la route de Miles Davis. Ils ont joué en live ensemble. Il a joué sur un des albums également de Miles Davis. Georges Ottilie, pendant que vous êtes sur notre plateau, j'en profite pour vous parler de l'actualité qui va nourrir en fait la rentrée politique de tous les médias. C'est la collectivité territoriale. Première question, qu'est-ce que ça va apporter à la Guyane, cette collectivité territoriale de Guyane, que les deux entités, les deux collectivités se rassemblent? Ça sera quoi le plus pour nous? S'il y a un plus. Il y a un plus? Il y aura un plus? Ce sont les hommes et les femmes qui vont décider s'il sera un plus ou pas. La manière dont ils vont travailler. Parce qu'en définitive, l'institution, c'est pas par sens, la loi, c'est du papier. Bien sûr. Et cependant, elle a pour ambition, en tout cas, cette nouvelle institution, de favoriser le développement des politiques publiques. Et à partir de cet instant, les femmes et les hommes qui composeront cette assemblée devront avoir, comme je le dis, une vision pour notre pays, mais est-ce qu'ils réussiront? Je ne sais pas. Pourquoi? La Guyane, lorsque vous la regardez, elle a aujourd'hui aux alentours de 350 000, 400 000 habitants. Il faut mettre un frein au flux migratoire. On ne peut pas maîtriser un développement avec des pousses démographiques, des pics démographiques de l'ordre de 6 à 8% annuellement. D'autant plus que financièrement, la collectivité ne peut pas et que nationalement, la France ne peut pas suivre. Ça paraît tellement logique et pourtant. Donc, il faut que les élus de ce pays disent qu'il faut vraiment faire ce qu'il faut pour arrêter l'immigration. Et ensuite, il faut que la technostructure qui devra accompagner, conseiller, je dirais même à la limite, suivre les investissements, soit également performante. Il faudra à cette institution nouvelle un ingénieur agro, un ingénieur de génie rural, un ingénieur béton et un ingénieur paysagiste et avec un ingénieur de travaux publics pour les investissements qu'il faudra réaliser. Et il faut arriver à faire le maillage également des routes. Sortir de Cayenne, arriver à Bélizan-Saül, Saül-Maripassoula, descendre également sur le fleuve, arriver à Wanari, désenclaver, ouvrir notre pays. Et à ce moment-là, maîtriser notre développement avec une répartition géographique des populations qui vivent dans ce pays et qui ont le droit d'avoir à créer de nouvelles cités, de nouvelles communes. C'est vraiment la redynamisation. C'est la vision que j'ai pour mon pays et le projet que, en tout cas, je soutiendrai si l'un ou l'autre de ceux qui viendront demander aux Guyanais leur suffrage, nous verrons. Alors, justement, deux dernières questions, Georges Ottilie. De quelle manière vous allez participer à cette collectivité territoriale? Est-ce que vous allez soutenir un candidat? Est-ce que vous allez travailler dans l'ombre ou vous allez carrément à nouveau vous mettre dans la lumière? Dites-nous.
Alors, écoutez, j'ai fait ma part. Oui, j'ai réalisé au cours des 10 années de ma présidence de région, ça sera ma dernière question. La mise en place de la collectivité, je l'ai mise. Donc, le nouveau président devra mettre en place cette collectivité. Déjà avec quelques perspectives, quelques pistes que j'ai données. Ensuite, je participerai à cette campagne pour éclairer mes compatriotes. Je ne le ferai pas ouvertement, je ne serai pas un militant de la politique, mais je suis souvent consulté. C'est ce que j'allais dire. Et par voie de dire. conséquence, j'apporte éventuellement mes conseils. On les suit ou on ne les suit pas. Mais j'ai déjà éclairé mes compatriotes en leur disant, voici ce qu'il faut pour la technostructure, voilà à peu près quelles sont les ambitions que l'on peut nourrir pour maîtriser notre développement, parce que les pics migratoires iront de plus en plus, et il faut le freiner si on veut maîtriser son développement. Alors, j'en profite également, et ce sera ma dernière question de votre présence. Vous savez que vous faites partie des discussions dans les dîners guyanais sur votre style quand vous étiez président du conseil régional. On dit de vous, de cet homme combatif qui ne demandait pas à chaque fois. On parle du fameux lycée où vous avez pris des ponts parce qu'il fallait bien, on ne pouvait pas attendre 20 ans pour aller à Kourou et attendre un bac, et pareil pour Oura ou même Mana. Vous faites, et ensuite vous débrouillez pour récupérer cet argent ici et là. Certains vous ont critiqué pour ça, mais d'autres également vous félicitent parce que peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas eu de pont pour aller ni à Kourou ni à Mana. C'était votre style ? C'est pas un style. Je crois que chaque homme dans sa vie a une chance d'être avec d'autres hommes. Et au cours d'un dîner à Paris, j'étais très jeune à cette époque, j'étais quand même déjà président de région, et je dîne avec Max Élysée, Raymond Ezambert qui a été au bureau minier en Guyane dans les années 60, et Attali. Et au cours de ce dîner... Attali, Jacques Attali. Et il nous dit que dans les années 90-2000, il y aura une très forte crise et que c'est maintenant qu'il faut investir parce qu'on ne pourra plus le faire. Je suis président de région, je rentre chez moi, je réfléchis et je m'en ouvre à un ami, Ferdinand Constant, à qui je dis, bon, tu es sous-préfet, viens m'aider, on va appeler Michotte, on va faire un plan et tout, etc. Et il marche avec nous et j'ai foncé. Alors, c'est vrai. C'était des risques, c'est un risque que j'avais pris en faisant cela. Quand je discute de cela avec ceux qui sont actuellement aux affaires, ils disent que ce que je faisais moi à mon époque, ils ne peuvent plus le faire. Écoutez-moi, dans un pays comme celui-ci, si moi j'étais aux affaires, je réponds à la question, nécessité fait loi. C'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Merci en tout cas, Georges Ottilie, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et rendez-vous ce vendredi dès 19h à l'Hôtel de Ville de Cayenne pour cette belle conférence, on le sait déjà, sur Édouard Gaumont, je rappelle, qui était député de la Guyane de 1951 à 1958. Merci Georges Ottilie. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous. Demain, je rappelle, c'est notre semaine avec nos invités politiques qui continue. Demain, nous recevrons la secrétaire générale du Walwari, Sarah Albuquerque-Léanceau, qui sera à la même place ce soir. Voilà, le journal de TF1, tout de suite, suivi de Dom Lac et Zod, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.